Le Burkina Faso et le Mali se sont montrés solidaires du Niger et se sont déclarés même prêts à se joindre au Niger pour répondre à une éventuelle attaque de la CEDEAO en cas d'intervention. C'est dans la foulée qu'ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, mais sans la Guinée, qui elle aussi est dirigée par une jeune et qui s'est dit aussi disponible à appuyer le Niger pour répondre à une éventuelle attaque. Comment analysez-vous cette mise à l'écart de la Guinée dans le cadre de cette alliance? La Guinée ne serait-elle pas assez engagée pour l'autodétermination contre l'impérialisme occidental et pour la souveraineté? Je pense, avant de répondre à cette question, il faut comprendre d'abord quelle lecture on peut avoir de la création de l'Alliance des États du Sahel. La charte du Liptako Gourma. La charte du Liptako Gourma crée l'Alliance des États du Sahel. Le 16 septembre dernier. Oui. Et cette alliance, à mon niveau, a deux significations importantes. La première signification, c'est qu'elle acte la fin du G5 Sahel. Parce que le Burkina et le Mali, et le Niger, qui étaient au cœur de ces dispositifs aujourd'hui, ont créé une autre alliance. Et cela véritablement montre qu'il y a ce qu'on appelle une nouvelle configuration géostratégique et militaire au niveau du Sahel. Le deuxième élément, c'est que la création de cette alliance constitue une rébellion par rapport à la CEDEAO. Une rébellion par rapport à la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la CEDEAO n'a pas exclu d'intervenir militairement au Niger. Et les pays membres de cette alliance estiment que si la CEDEAO le fait au Niger, elle pourrait le faire au Burkina, au Mali. Donc il faut d'abord comprendre donc cette réaction qui permet en fait de défier la CEDEAO, mais en même temps dire, écoutez, nous comprenons vos agissements et que nous sommes solidaires du Niger, en cas d'attaque, on va intervenir. Et pourquoi la Guinée n'est pas membre en fait de cette alliance? Parce que la Guinée n'est pas au cœur de l'échiquier sahélien. Les trois pays qui sont au cœur de l'échiquier sahélien, c'est le Mali, c'est le Burkina et le Niger, qui sont au cœur de ce qu'on appelle le triangle de feu, le Liptako Gourma. Donc, la Guinée n'est pas au cœur de cet échiquier. Ici, ajoute que même la Guinée n'est pas dans une perspective de défiance ouverte à la CEDEAO et que le régime militaire en Guinée fait tout pour pouvoir négocier une prolongation de la transition sans qu'il y ait l'application de nouvelles sanctions. Donc, on n'est pas dans les mêmes logiques concernant la Guinée que les trois autres États dont je viens de parler, et que cette alliance est une alliance qui est purement conjoncturelle. Et la question qu'on se pose, est-ce qu'elle aura les moyens de pouvoir être ce rempart dans la lutte contre le terrorisme? Parce qu'à l'évidence, les États qui le composent ne parviennent pas à l'heure actuelle à enrayer l'avancée des djihadistes et ne parviennent pas aujourd'hui à prendre le leadership dans la lutte contre le djihadisme. Donc on se pose beaucoup de questions, nous n'avons pas de réponse à ces questions, mais ce qu'il faut retenir, que les deux significations qu'on peut donner à cette alliance, c'est que la première, c'est qu'elle acte la fin du G5 Sahel, mais en même temps que c'est une alliance qui est en défiance, qui marque la rébellion de ces trois pays par rapport à la CEDEAO et surtout à sa prétention, la CEDEAO, à intervenir militairement au Niger pour pouvoir restaurer la démocratie et l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'une éventuelle intervention de la CEDEAO risquerait-elle de déclencher, je ne sais pas, une troisième guerre mondiale à partir du Niger, puisque les pays de l'Alliance des États du Sahel ont pour allié stratégique la Russie? Dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'une éventuelle attaque du Niger, les Russes vont croiser les bras et regarder? Est-ce que la Chine va croiser les bras et regarder sans venir en soutien à ces États? Je ne vais pas aller dans des conjectures pour savoir ce qui va se passer demain si la CEDEAO est attaquée. Je ne pense pas également qu'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger va déclencher une troisième guerre mondiale. Déclencher une troisième guerre mondiale nécessite véritablement un certain nombre d'enjeux qui dépassent le cas du Niger et qui pose également la question de la réduction des pouvoirs au niveau international, notamment au niveau des pays qui possèdent l'arme atomique. Donc je ne le crois pas. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que si la diplomatie échoue, si les sanctions ne portent pas leur effet,
on sera dans une situation d'impasse. Et que si l'option militaire devait avoir lieu, quelles en seraient ses conséquences pour le Niger, également pour la CEDEAO. On est dans une situation très complexe. Situation très complexe où le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée connaissent des coups d'État. Ces coups d'État sont le résultat, la plupart, d'échecs des régimes dits démocratiques. Mais en même temps, ces coups d'État se déroulent dans une sorte de compétition au niveau de la sous-région avec des acteurs extérieurs qui profiteront de ces situations pour pouvoir avoir des gains stratégiques. Mais également, ces situations risquent également d'affaiblir l'organisation régionale qu'est la CEDEAO, dont la vocation elle est importante, dont la mission est centrale, mais également dont le rôle est incontournable pour non seulement mettre sur pied un cadre d'intégration beaucoup plus propice, mais également travailler dans le sens d'une plus grande intégration au niveau continental avec l'existence des mécanismes, l'existence de cadres de coopération devant permettre à l'Afrique de devenir une entité fédérée. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est que le niveau de conflictualité, le niveau d'opposition à l'intérieur des pays de la CEDEAO, la présence des acteurs étrangers dans la sous-région, tout cela crée une situation dans laquelle il est très difficile d'avoir une perspective purement africaine, purement sous-régionale, ce qui complique les situations de sortie de crise au Niger, ce qui complique les situations de sortie de crise au Mali et au Burkina. Les acteurs étrangers, vous faites allusion à qui? Les acteurs étrangers, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Algérie, c'est également d'autres pays. Donc, on est dans cette situation où les acteurs étrangers ont une capacité d'influence dans le bon sens, en termes en fait de renforcement des capacités locales, tout également en termes également de déstabilisation. Donc c'est important de comprendre ces situations dans lesquelles on se trouve, une situation tout à fait inédite qui fait que les situations de sortie de crise dans ces trois pays sont excessivement difficiles. Et ce qu'il faut redouter, c'est un affaiblissement de la CEDEAO, un affaiblissement de la cohésion entre États et également la fin d'une perspective tout à fait africaine pour résoudre ces conflits. Serine Bamba Gaye, certains se posent un peu la question par rapport à ceux qui sont au devant pour aller faire cette intervention au Niger. Je veux dire les présidents du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui se prennent pour des souverains pontifs de la démocratie et qui veulent faire une intervention pour rétablir un président déchu, mais qui ne sont pas les modèles au vu de comment eux-mêmes les pays sont dirigés. Je pense qu'il faut à mon niveau distinguer trois choses. La première chose, c'est que la CEDEAO a la légalité et la légitimité pour intervenir quand il y a une crise dans un pays membre, parce que c'est sa charte qui lui permet, c'est l'acte constitutif de Lagos qui lui permet cela. Et deuxièmement, la CEDEAO, c'est la seule organisation régionale qui a la prérogative de s'occuper de sécurité collective. C'est très important de le souligner. Donc la CEDEAO, quand il y a une crise ou un coup d'État dans un pays membre, doit nécessairement intervenir. Le second élément qu'il faut comprendre, les sanctions qui sont prises par la CEDEAO, également, c'est des sanctions qui, pour l'essentiel, peuvent se justifier. Compte tenu du fait que, pour contraindre un régime putschiste à céder le pouvoir, il faut véritablement qu'il y ait au nouveau un rapport de force permettant en fait aux putschistes en fait de faire des concessions. Le troisième élément, c'est de savoir au niveau des pays qui composent la CEDEAO, est-ce que tous les pays membres appliquent les principes relatifs à la démocratie, aux droits de l'homme et à la gouvernance. À l'évidence, on se rend compte que tous les pays membres de la CEDEAO ne respectent pas les principes qui régissent la bonne gouvernance, les questions liées à la démocratie et aux droits de l'homme. Ce qui fait qu'au niveau de l'opinion publique africaine, il y a de plus en plus des questions et des réserves pour dire qu'un tel chef d'État
compte tenu de sa pratique au niveau de son pays, n'est pas véritablement un exemple en matière de démocratie, également en matière de droits de l'homme. Mais même si ces réserves peuvent être faites et acceptées, le problème qui se pose, c'est de ne pas digner à la CEDEAO sa capacité institutionnelle à agir. C'est comme au niveau des Nations Unies. Les Nations Unies votent des résolutions pour sauvegarder la paix et la sécurité mondiale, votent des résolutions sur les questions relatives aux droits de l'homme, votent des questions sur les droits économiques, etc. Mais la plupart des pays qui composent les Nations Unies ne sont pas des exemples ni en matière de gouvernance et de droits de l'homme. Y compris l'institution elle-même. Et malgré tout, ces résolutions prises par le Conseil de sécurité s'appliquent à l'ensemble de la planète. Donc je pense qu'il faut faire très attention entre ce que l'institution a comme cadre légal, cadre juridique pour agir et qui engage tout le monde, et les réserves qu'on peut avoir sur la pratique de l'institution ou sur les États qui composent l'institution. Très bien.